Essayer de rester dans un cadre temporel bien balisé et de synthétiser sans caricaturer. Effectivement, je vais m'inscrire d'ailleurs dans un registre géopolitique et pas théologique, que ça soit très clair, mais quand même m'inscrire dans le prolongement des interventions de mes prédécesseurs, à la fois M. Drewski justement concernant la question des contradictions qui œuvrent au sein du monde arabo-musulman. Moi, j'insisterai sur les contradictions internes à la famille islamiste. Et par ailleurs, également par rapport à M. Vernochet, donc sur la proximité historique, en tout cas, à défaut d'être actuelle, entre frères musulmans et wahhabisme. Qu'on oublie souvent parce que l'actualité récente vient de montrer justement que les tensions étaient très fortes au sein de la mouvance justement islamiste. Et j'inscris justement cette rupture avec la question de la problématique du printemps arabe, notamment on peut considérer que le printemps arabe a été un moment charnière pour l'islamisme, l'islam politique en général, et particulièrement l'islam politique des frères musulmans. Pourquoi ? Parce que ça leur a offert, ils ont préempté d'une certaine manière le devenir électoral du processus à l'œuvre, ce qui leur a permis d'accéder au pouvoir dans plusieurs pays, d'abord la Tunisie avec Ennahda, ensuite en Égypte, notamment avec le président Morsi, par ailleurs une influence en Libye et dans d'autres pays, avec l'affaire syrienne évidemment. Donc c'est vrai qu'il y a eu une phase de flux importante, fin 2011, début 2012, avec un accès au pouvoir, et on se trouverait aujourd'hui dans une phase plutôt de reflux, justement, reflux dû à deux raisons, à la fois de manière interne et externe. Interne parce que le pouvoir des frères musulmans qui s'étaient installés dans les pays en question a fait l'objet d'une contestation interne due à l'incurie économique et à la mauvaise gestion politique du processus, et également externe de la part de pays frères. C'est le paradoxe de la situation, pays arabo-musulmans, sunnites, supposés frères, en la circonstance assez peu fraternelle, à l'exception notable du Qatar, qui est le soutien affiché traditionnel des frères musulmans depuis plusieurs années. Et quand je parle de ces pays en question, il s'agit évidemment des pétromonarchies en général et de l'Arabie saoudite en particulier, qui justement s'inscrit dans la famille islamiste, plutôt dans sa variante islamo-salafiste, qui est le produit d'exportation du wahhabisme saoudien à l'étranger, mais qui s'inscrit dans une démarche assez différente quand même des frères musulmans, en cela qu'elle refuse d'investir une logique électorale qui serait susceptible de favoriser la fitna, c'est-à-dire le conflit au sein de la Oumma, etc. Et du reste, l'Arabie saoudite va devenir le fer de lance d'une véritable contre-révolution à partir de 2013-2014, contre justement la réussite politique des frères musulmans parvenus au pouvoir. Il s'agissait d'hypothéquer leur réussite justement pour que ça ne fasse pas tache d'huile et que la dynamique ne perturbe pas les régimes en question, pour des raisons que j'essaierai de développer en 3 points. D'abord, je rappellerai dans un premier point qu'historiquement, il y a effectivement des liens entre la confrérie, les frères musulmans et puis le wahhabisme, et c'était essentiellement dans la période du nationalisme arabe à coloration socialisante qu'il s'agissait justement de bloquer, et donc effectivement les wahhabites, en tout cas l'Arabie saoudite a vu d'un œil assez favorable, en tout cas dans sa logique diplomatique externe, de soutenir les frères musulmans pour justement bloquer la progression d'une forme de nationalisme arabe à coloration socialisante. Le deuxième point, c'est le moment de bascule où les tensions latentes prennent une certaine consistance. Le contentieux intra-islamiste se dessine en 2 phases. D'abord, ça sera la question de la guerre du Golfe, où on verra que justement les frères musulmans ne soutiendront pas l'intervention contre Saddam Hussein, alors que les pétromonarchies évidemment avaient validé l'aide occidentale. Et puis le deuxième point de rupture, ça sera pour des bonnes et des mauvaises raisons le 11 septembre, de la part de Riyad, parce que le Riyad va accuser les frères musulmans finalement d'avoir été à l'origine de ce processus, en oubliant d'omettre qu'effectivement la plupart des terroristes étaient des Saoudiens. Et puis j'en arriverai au troisième point, à savoir l'étape ultime, le solde des comptes, c'est-à-dire le renversement des frères, en tout cas en Égypte,
avec la chute du président Morsi, une logique de contre-révolution anti-frériste à l'échelle de toutes les pétromonarchies du Golfe, avec la suspicion d'un complot frères musulmans, que ce soit aux Émirats, etc. Et chose intéressante, la connexion affichée justement par les pétromonarchies, la connexion supposée en tout cas avec la République islamique d'Iran. Et là c'est assez complexe, mais en fait ça s'explique relativement bien quand on prend les éléments, les diverses pièces qui s'ajustent. Alors, concernant le premier point, dans le premier point, je vais rappeler quand même sous l'angle historique, j'allais dire la dynamique islamiste, ce qui donne le paradoxe de la situation actuelle, c'est qu'effectivement les frères musulmans, la confrérie est fondée en 1928 en Égypte, donc par Hassan al-Banna, qui fait l'objet d'un soutien distant, mais tout de même réel de la part des Saoudiens, même si l'idée d'une logique républicaine pouvait éventuellement peser un problème justement au pouvoir saoudien. Ce qui est intéressant, c'est que les frères saoudiens ont bénéficié de ce soutien qui a été renforcé, alors même que le nationalisme arabe de Nasser prenait son essor, évidemment, qui posait un problème de déstabilisation pour les pétromonarchies islamistes sunnites. Et donc, un régime comme Riyad a considéré qu'il fallait soutenir les frères musulmans, justement, pour couper, j'allais dire, le compagnonnage occasionnel qui avait été tenté entre frères musulmans et nassériens au début des années 50. La rupture va être assez claire, notamment Sayed Qutb qui sera pendu justement par Nasser. Et donc à partir de ce moment-là, les frères musulmans feront l'objet d'une répression féroce de la part des nationalistes arabes, ce qui leur permettra de bénéficier d'un havre justement dans les pétromonarchies, au premier rang desquelles l'Arabie Saoudite. Et dans ce cadre-là, une alliance se dessine. Une alliance, l'Arabie Saoudite entend poursuivre ce soutien aux frères musulmans de l'époque, parce que ça servait les intérêts, pour combattre les forces nationalistes, libérales et ou laïques, avec tous les j'allais dire, les guillemets qui s'impliquent. Ça faisait partie dans la panoplie, j'allais dire, de la stratégie saoudienne, d'un outil effectivement de protection, j'allais dire, de bétonnage, justement, par rapport à la poussée nationaliste arabe. J'en arrive à mon deuxième point, c'est le moment un peu où les choses commencent à se gâter, si j'ose dire, c'est le début du contentieux au sein de la grande famille islamiste. Alors il y a deux phases que j'évoquais. Premièrement, c'était lors du conflit de la première guerre du Golfe, lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït et que les Américains proposent leur aide, intéressés naturellement aux pétromonarchies et évidemment à l'Arabie Saoudite, en fonction du fameux accord de sécurité du pacte de Quincy de 1945. Et à la grande surprise du régime de Riyad, les frères musulmans sont très réticents pour valider justement cet appel aux forces occidentales, jugé impie par certains islamistes. Et donc les Saoudiens ont très mal pris cette distanciation de la part des frères, qui avait été considérée comme une forme d'ingratitude compte tenu du soutien dont ils avaient bénéficié précédemment. Et c'est vrai que c'est le début d'une tension qui est encore latente, mais qui va se renforcer au fil des années, et dont le deuxième moment sera au moment des attentats du 11 septembre, puisque lors des attentats du 11 septembre, le ministre le prince Naïef, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est géré d'une main de fer son ministère de l'Intérieur, a rien moins qu'accusé ouvertement les frères musulmans d'avoir été à l'origine, en tout cas intellectuelle, à défaut d'une origine opérationnelle, pour les attentats du 11 septembre. Une manière assez curieuse de se dédouaner du fait que l'essentiel des terroristes en question étaient saoudiens de culture plutôt wahhabite. Mais enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les choses commencent à prendre forme. Il est intéressant de noter que Zawahiri, non sans malice, a évoqué récemment que Ben Laden avait pu être frayé avec la confrérie, donc une manière aussi de fausser les cartes. Et puis, on voit bien que se met en place une divergence stratégique qui est autant sur les modalités politiques qu'idéologiques. Dans le cas des salafistes, on est plutôt dans une logique, j'allais dire, de piétiste interne, qui ne remet pas en cause la structure du pouvoir, parce que le fait même de remettre en cause la légitimité d'un pouvoir instauré est jugé comme facteur de fitna. En revanche, évidemment, les frères musulmans sont plutôt dans une logique, effectivement, d'accession au pouvoir, y compris dans sa modalité électorale, et c'est là que la tension va se jouer entre salafistes d'un côté et fréristes de l'autre.
Et j'en arrive au troisième point, justement, qui va se solder par la période post-printemps arabe, à savoir un début de containment de l'islamo-frérisme par les régimes arabes autoritaires. On peut le comprendre, puisque jusque-là, le danger représenté par les frères musulmans pour les familles pétromonarchiques était assez longtemps théorique. Compte tenu des moyens limités qui étaient les leurs, subissant la répression des régimes autoritaires arabes et républicains. Les choses changent évidemment du tout au tout avec le printemps arabe, le renversement de Ben Ali en Tunisie, le renversement évidemment de Moubarak en 2011, qui était un ami évidemment du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, mais par-delà, j'allais dire, le traumatisme de son renversement un peu brutal, c'est clairement une tension au sein de la famille intra-islamiste qui se fait jour, et avec l'idée d'un complot de la part des frères musulmans, complot qui a été, j'allais dire, ouvertement, ostensiblement qualifié par le général Daïk Khalfan, qui était le chef de la police de Dubaï, et qui a évoqué l'idée que les frères musulmans avaient diffusé au sein des pétromonarchies pour s'emparer de leur fortune, et que donc les frères musulmans, au même titre que l'Iran, devaient savoir que c'était une ligne rouge de s'attaquer justement à la stabilité des régimes. Donc c'était intéressant d'ailleurs de mettre sur le même plan les deux choses, avec validant, j'allais dire, la thèse complotiste, le démantèlement d'un supposé complot islamo-frériste dans les Émirats arabes unis à partir de l'année 2012, avec des condamnations très lourdes, une centaine de personnes, condamnations notamment d'Égyptiens, résidant aux Émirats et accusés de servir de cinquième colonne justement aux frères musulmans qui installés depuis peu justement en Égypte. Dans ce cadre-là, la tension, le soupçon, j'allais dire la tension est montée à son comble, et elle sera soldée avec le renversement manu militari du président Morsi en juillet 2013, financé et pensé par l'Arabie Saoudite. Je dis financé parce que c'était le cas de manière tout à fait officielle. Les pétromonarchies ont donné une douzaine de milliards de dollars pour aider le régime militaire de Sisi justement à faire la jonction avec des difficultés économiques qui étaient considérables. Et puis évidemment c'était également un enjeu politique considérable pour les pétromonarchies. Et d'autant plus considérable, on peut le penser justement, que les pétromonarchies considéraient qu'une connexion était en train de se faire, à tort ou à raison, mais en tout cas en termes de représentation, une connexion avait été en train de se faire entre justement la mouvance, la confrérie, et puis l'Iran, la République islamique d'Iran. Alors ça peut paraître assez paradoxal dans la mesure où on est dans un registre sunnite d'un côté et chiite de l'autre. Quand on sait les tensions qui existent entre les deux obédiences, ça peut paraître très paradoxal. Et pourtant, la rumeur a été alimentée par une visite secrète du général Qassem Soleimani, justement en décembre 2012. Et il aurait proposé ses services au président Morsi, et ce type de trahison, entre guillemets, a fait l'objet d'une accusation explicite dans le chef d'inculpation du procès Morsi récent, justement, en évoquant le lien, justement, de l'ancien président, le lien supposé, évidemment, entre l'ancien président et la République islamique d'Iran, donc une double raison, vue de Riyad, pour accélérer la répression, justement, contre la confrérie, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que cette accusation d'espionnage et donc de contact avec puissance ennemie, avec transmission de documents, etc., a fait l'objet de force détails dans l'acte d'accusation du procès du président Morsi. Et donc on voit bien que là, en même temps, c'était pour cette contre-révolution en interne de la part des pétromonarchies, donc en interne contre la mouvance frériste, était aussi une contre-révolution contre l'hégémonie supposée de l'ennemi iranien pour Riyad et pour les pétromonarchies. Je dirais que, en tout cas, les choses ne sont pas totalement contingentes, même si ça valide évidemment un discours de propagande de la part des pétromonarchies en l'occurrence. Il y a des liens qui sont assez troublants, il faut le reconnaître, entre la confrérie d'une part, en tout cas la structure de la confrérie, et ce que peut être certaines expressions du système de la République islamique, notamment quand on voit que la République islamique est dominée par la figure d'un guide, désigné par une assemblée des experts, avec un bureau du guide. Or, dans la structure initiale de la confrérie, donc des frères musulmans, il y a également un guide suprême, le Murshid, de la même manière, qui est élu par une assemblée de sages, une choura, et qui chapeaute une confrérie dans son ensemble,
avec un bureau de 15 membres. Donc il y a effectivement des choses assez étonnantes de ce point de vue-là. Alors on peut considérer qu'elles sont tout à fait contingentes. Je ne le pense pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la logique du travail social, c'est-à-dire avec les structures sociales et associatives qu'on retrouve dans le travail de fond qui est fait par les associations des frères musulmans et qui ont leur équivalent avec les boniades des fondations religieuses chiites en Iran. Donc évidemment, de la part, concernant pour ce qui est des pétromonarchies, c'était du grain à moudre que de pouvoir rapprocher évidemment une supposée connexion entre la confrérie d'un côté et puis la République islamique de l'autre. Pourquoi? Parce que je conclurai là-dessus, la contre-révolution qui a été engagée à l'initiative de l'Arabie Saoudite avec les autres monarchies du Golfe, exception faite du Qatar, pour les raisons précédemment évoquées, sur le plan interne, en fait, ne serait pas dissociable justement d'une politique de contamination anti-iranienne. Et là, en fait, il y a les deux facettes d'un même processus de la part des pétromonarchies. Ça peut se comprendre sur un plan, c'est que les velléités révolutionnaires issues du printemps arabe, qui avaient offert une opportunité électorale à l'islam politique des frères musulmans, était aussi vu de la part de Riyad comme une opportunité pour l'Iran de développer une stratégie de déstabilisation via la voie électorale pour des régimes qui, justement, ne peuvent pas envisager cette voie électorale. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, cette association un peu curieuse au début prend tout son sens. C'est effectivement la mouvance des frères musulmans qui est représentée comme une mouvance islamo-républicaine qui apparaît comme un danger, j'allais dire, de survie pour des régimes qui reposent justement sur le refus de tout processus électoral et sur une stabilité qui refuse toute contestation interne. Merci. Merci.